Bonjour et bienvenue à vous tous dans votre matinale d'information. La nuit du destin, commémoration des premières révélations du Saint-Coran au prophète de l'islam. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont prié dans la nuit du vendredi à hier samedi. La nuit du destin dans certaines mosquées d'Abidjan. Un reportage de Olivier Kra et Serge Coléa. La nuit du destin vaut 1000 mois d'adoration, une célébration qui invite le musulman à multiplier ses actions de prière durant le mois saint de Ramadan. Notre prêche de ce soir est basé sur le pardon, parce qu'eux le partagent. Le pardon, le prophète paix et salut sur lui demandait à Aïcha, lorsqu'elle lui demanda qu'est-ce que Dieu dans la nuit d'Al-Qadr. Le prophète a dit à Aïcha, dis Dieu, tu es le pardonneur, tu aimes le pardon, pardonne-moi. Et on prie le bon Dieu que toutes les prières, toutes les supplications, toutes nos dévotions qu'on a eu à réaliser durant tout ce mois de carême avec le couronnement de la nuit de Laylatul Qadr, vraiment que Dieu exauce nos vœux. Dans les mosquées, rues et espaces publics, le message reste le même. Invoquer Allah et bénéficier des mérites de cette soirée capitale dans l'accomplissement du jeûne. Celui ou celle, que soit grand ou petit, qui veille dans cette nuit, en quoi faisant, avec la foi sincère. Le prophète nous dit, Allah va lui essuyer ses péchés d'antan, c'est-à-dire les anciens péchés et les péchés qui arrivent. On remercie déjà Dieu d'avoir vu ce jour et on demande à Allah d'exaucer nos prières et qu'il facilite le reste du mois de jeûne. La nuit du destin est considérée comme la nuit la plus sainte de l'année. Selon les Saintes Écritures, la plus connue des premières révélations du Saint-Coran au prophète de l'islam, c'est bien le mérite de 1000 mois d'adoration. Les musulmans ont donc sacrifié à la tradition de cette adoration pendant la nuit du destin. Écho avec nos équipes de reportage. Dans la commune du Plateau, la mosquée Salam accueille ses premiers fidèles peu après 23 heures. Ce soir, prière, invocation, lecture coranique et demande de pardon à Allah sont les principales actions. Dieu lui-même dit dans le Coran, durant cette nuit-là, les anges descendent par sa permission jusqu'à l'apparition de l'aube. Et donc, il est important qu'on fasse cette nuit-là dans la prosternation et dans l'obéissance totale du Tout-Puissant. On doit prier pour tout le monde. Et puis surtout la paix, on pense que la paix n'est qu'à venir en Côte d'Ivoire. Occasion pour les guides religieux d'entretenir les fidèles sur différentes thématiques. Foi et unité, la clé du succès d'un pays. Cette celle développée par le recteur adjoint de la mosquée. Les membres d'une nation, lorsque vous avez foi en Dieu et que cette foi-là vous amène à trouver la cohésion entre vous, forcément vous allez avoir le succès dans la vie de cette nation-là. On a comme exemple la vie du prophète avec ses disciples lorsqu'il allait fonder l'État de Médine, qui a été l'État où ils pouvaient pratiquer leur religion. Alors, il y avait la foi en un seul Dieu. Considérée comme la nuit la plus sainte de l'année du calendrier musulman, la nuit du destin permet aux fidèles musulmans de pardonner leurs péchés. Également, la coutume voudrait que cette nuit soit propice aux dons envers les plus démunis. Au chapitre économie, précisément en agriculture, modernisation de la production du cacao ivoirien. Le digital fait son entrée dans le processus à travers un partenariat entre une société de téléphonie mobile et la GIZ, la coopération allemande. 5 milliards de francs CFA à investir pour la modernisation de la production du cacao ivoirien. Signature de ce partenariat avec Sephora Zegui. L'Union européenne, la GIZ et Orange Côte d'Ivoire, à travers la signature de cet accord de plus de 5 milliards de francs CFA, vont mettre en œuvre le projet DigiGreen et Agri. Ça va être l'émergence de start-up dans le secteur du cacao. Donc ça veut dire permettre de former et de développer une centaine de start-up et d'investir dans ces start-up. Ces start-up peuvent avoir des solutions de tout ordre. Elles peuvent avoir des applications pour optimiser les récoltes, elles peuvent avoir des drones, elles peuvent avoir des solutions par exemple contre le swallow and shoot qui sont entre guillemets les virus qui peuvent attaquer les fèves, etc. S'appuyer sur la big data ou les données ou l'intelligence artificielle.
investir dans le développement du numérique et la recherche de solutions pour une agriculture durable, mais également lutter contre les effets du changement climatique. Ce sont autant de chantiers sur lesquels l'UE et ses partenaires veulent agir. En favorisant des solutions innovantes qui vont créer de l'emploi et essentiellement de l'emploi pour les jeunes, en favorisant le développement de start-up, l'Union européenne peut s'engager dans un partenariat avec le gouvernement et avec l'Allemagne et la GIZ pour démontrer son appui à l'ensemble de la population ivoirienne. DG Green et Agri, c'est accompagner les jeunes porteurs de projets dans le domaine du digital pour proposer des solutions innovantes aux producteurs nationaux. Et la République fédérale d'Allemagne est en phase avec Francesca Di Mauro, ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Dans des conditions qui sont là, on est prêt à cofinancer des activités. La formation professionnelle a toujours joué un très grand rôle dans ce programme qui existe depuis des décennies déjà. Et ici, quand même, on est sur un niveau très élevé avec un très grand programme et aussi avec un programme qui touche le numérique et qui répond aussi à une priorité numéro 1 pour la Côte d'Ivoire, l'emploi pour la jeunesse. Le projet DigiGreen et Agri est prévu pour une durée de 3 ans avec pour objectif principal la création d'emplois pour la jeunesse et la modernisation durable du secteur agricole ivoirien. Modernisation de processus de production encore, mais cette fois dans le domaine parlementaire, en ce qui concerne précisément les propositions et amendements de loi. Des outils viennent faciliter la navette des tests entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Ces guides pratiques ont été remis aux parlementaires à Yamoussoukro en présence de notre reporter Kader Sogodogo. Jonathan Murphy, directeur du programme Interpares, remettant à la représentante de la présidente du Sénat et au représentant du président de l'Assemblée nationale les guides pratiques de propositions et d'amendements de loi. 2 outils qui sont le fruit de la coopération parlementaire entre le Parlement ivoirien et les Sénats français et allemands. Cet événement à Yamoussoukro marque le lancement officiel de ces 2 guides, avec la remise de 700 exemplaires de chacune. Et on est très content de les avoir devant nous. L'initiative législative d'un Parlement est un pilier élémentaire du devoir public dans un système démocratique. Les parlements, en prenant l'initiative de proposer des lois, assument la responsabilité de répondre aux attentes de leurs électeurs et de rendre compte de leurs actions. 2 guides qui viennent matérialiser la volonté du Parlement ivoirien de contribuer de manière efficace à la prise des lois nécessaires pour le mieux-être des populations. Nous avons besoin de renforcer nos capacités à travers donc ces guides. Un parlementaire qui est bonifié, un parlementaire qui fait un travail de qualité, c'est le citoyen lambda. C'est l'Ivoirien lambda qui se trouve être heureux parce que nous faisons un travail qui sera profitable à cet Ivoirien-là. Sont venus en renfort. Chaque sénateur va s'approprier des documents et ça va nous aider dans le travail parlementaire. La cérémonie de remise a fait place à un atelier d'appropriation des 2 guides. Sénateurs et députés vont se familiariser aux documents pour une bonne coordination dans le processus de proposition et d'amendement de loi entre les 2 chambres. Direction à présent Pessegui dans l'ouest montagneux. Après 50 ans d'attente, le village enfin électrifié grâce à la politique du président Alassane Ouattara. Population de Pessegui, autorité politique et administrative de la région du Tonkbi, fête la lumière, une fête parrainée par l'ambassadeur Claude Saï Soumaoro, chef de cabinet du président de la République. On fait le point avec Gervais Kouassi de RTI Mans et Éric Gouré. Des poteaux électriques neufs, la lumière en plein jour à Pessegui, village situé dans le département de Mans.
Cette localité, qui compte plus de 7000 âmes, vient de franchir un pas important pour son développement. 50 ans d'attente et le rêve est devenu réalité. Les populations de Peuceguy n'ont pas boudé leur plaisir avec à leur tête le révérend Dion Robert, fils de la localité. Ce qui retardait beaucoup, c'était l'électricité. On n'en avait pas. C'était très difficile d'en avoir 50 ans. On a lutté, on a persévéré. Et voici aujourd'hui que l'électricité est là. C'est pour dire merci au président de la République pour sa politique de développement et de proximité que l'ambassadeur Claude Saï, chef de cabinet du chef de l'État, magnifie le président Alassane Ouattara. L'ambassadeur Claude Saï Soumaoro a saisi l'occasion pour revenir sur cette politique de développement du président. Aujourd'hui, notre pays là, attire par le caractère rassurant des réformes que le président Alassane Ouattara est en train d'entreprendre. Le président Alassane Ouattara inspire la confiance des investisseurs par sa respectabilité, par sa capacité à tenir ses engagements, par sa grande intelligence à rendre productif le moindre investissement qu'il réalise. Poursuivant, le chef de cabinet a noté que les grands chantiers du président de la République forcent l'admiration des populations. À tous ceux qui, depuis un certain temps, trouvent que l'électrification, l'eau potable, c'est du gaspillage et que l'État investit mal. Ce n'est pas la dette en elle-même qui est le problème, mais c'est la qualité de l'investissement qu'on réalise avec la dette qu'on prend là. Il ajoute que d'autres chantiers sont prévus pour faciliter le quotidien de tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Pour boucler l'actualité nationale, me voici. C'est l'histoire d'une rencontre avec Dieu lors d'un pèlerinage à la Mecque. Une histoire racontée dans un roman dont l'auteur, Rabia Diallo, vient de dédicacer. Jean-Jacques Kwame, Franck Quadio. Me voici, un carnet de route, mieux, un carnet de bord d'un voyage spirituel. Ce récit aux allures d'essai de l'auteur Rabia Diallo, journaliste, a été écrit en 10 jours, en avril 2023, lors de son pèlerinage en Terre Sainte. 111 pages d'exploration de soi qui sonnent comme un appel à l'éveil de cette spiritualité cachée en chacun de nous. C'est aussi un appel à la recherche du Dieu à travers la connexion spirituelle avec le divin dans ce lieu où le temps s'arrête, la Mecque. L'écriture de l'ouvrage, le contexte est simple. Entouré de milliers d'âmes partageant les mêmes aspirations, Rabia Diallo a ressenti un besoin profond d'adresser une lettre à Dieu. Mon idée première, c'est de vraiment pouvoir créer même un petit déclic pour que les gens se rendent compte à quel point l'amour de Dieu est un amour qui nous rend heureux en fait. La vraie plénitude, on la ressent que quand on ressent cet amour-là. Et c'est ce que je voulais exprimer. Et j'espère que les gens qui vont écouter cet album ou qui vont lire ce livre-là pourront ressentir ce que j'ai ressenti. Et grâce à ça, Inch'Allah, je l'espère pouvoir établir ou raviver une relation d'amour qu'ils entretiennent avec le Tout-Puissant. En plus de ce récit qui allie prose et relents poétiques, me voici, l'auteur Rabia Diallo élargit son champ d'expression. L'œuvre, des extraits du livre sont traduits en slam et un album, c'est-à-dire une composition musicale de 17 titres, accompagne l'œuvre sur le marché. Dans l'actualité internationale, la frappe israélienne sur le Hezbollah dans l'est du Liban, alors qu'après 6 mois de guerre à Gaza, Israël semble ne pas avoir atteint ses objectifs. Sur notre continent, au Rwanda, début ce dimanche 7 avril 2024 de la commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis. C'est la fin de cette édition. À 10h, le retour de l'info sur RTI 1. Très bon dimanche à vous tous.